Yanis, on n'allait pas le faire. Vraiment, je traîne depuis 10 minutes, c'est parce qu'on n'allait pas le faire. Désolé. Attends, c'est déjà. C'est pas encore long. C'est YouTube, c'est Twitch. C'est Twitch. Pour l'instant. Non, mais ça va, pour donner le temps à que ça arrive juste là-bas. J'ai mis un petit retour là. Oui. Non, mais ils vont en mettre un autre. Ah bah. Oh, le classement. Tu vois mon logo de NPA là, caché? C'est un logo d'NPR. En mégaphone. Non, c'est le plan. Oui, c'est le plan. Bienvenue sur Solidaire Informatique. Comme vous avez pu découvrir avec notre dégaine, aujourd'hui le thème du live c'est la grève. Et avec nous, les deux intervenants qui vont vous présenter dans quelques minutes, secondes. Et moi, Lucas, c'est votre animateur qui va relayer vos questions quand vous poserez des questions aux intervenants. D'abord, à gauche, il y a te présenter. Ouais, bah moi c'est Yannick, filière informatique, syndicaliste dans les CS2I, délégué syndical. Pas mal déjà. Bénédicte, moi je suis défenseuse syndicale et je suis dans une entreprise qui fait du streaming vidéo. Qui propose une plateforme de streaming vidéo. Donc, on va attendre que les gens commencent à arriver avant de commencer par notre présentation du syndicalisme. Donc, juste pour rappel, c'est notre deuxième live. Le premier live, on avait fait un peu une séance test, mais aussi on avait abordé pas mal de questions. Aujourd'hui, on va parler de la grève et un peu de l'histoire du syndicalisme pour ceux qui ne connaissent pas encore, puissent s'approprier le sujet petit à petit. L'idée de ce live, c'est que à chaque fois que vous venez ici, vous n'êtes pas obligé d'être des experts du syndicalisme, mais petit à petit, vous allez vous familiariser avec les concepts qu'on va vous présenter. Il y aura toujours des petites histoires sympas que les intervenants préparent. Aujourd'hui, il y a un reportage qui a été préparé, je pense. Alors, il y a eu un reportage, mais il y a eu qui a été reporté effectivement, okay, bah, sachant qu'on a eu un petit souci technique au niveau de l'audio, donc il y a eu un décalage. Ce qu'on vous propose en tout cas, c'est que là aujourd'hui on vous parlera surtout de la grève, mais la question du reportage, on le reportera et on essaiera de traiter justement, de vous faire un petit mélange entre la grève au Royaume des Ordures, la grève du 27 octobre et la grève sur le nettoyage à Perrache. Voilà. D'accord, très bien. Ouais, on va parler un peu d'actualité aussi aujourd'hui. On va parler des mobilisations en cours et mobilisations passées parce que ce mois d'octobre a été plein de mobilisations et de grèves. Donc c'est pourquoi c'est une très bonne occasion de lancer cette thématique. La régie, vous me dites quand vous pensez que c'est ok pour qu'on démarre. Je sais pas si les gens sont déjà arrivés. Le chat souffle dans l'oreillette qu'a priori notre son serait un peu bas. Mon son est trop bas? Alors, notre son d'une façon générale. Donc si le chat pense que je parle trop fort maintenant, c'est parce que j'ai approché le micro. Très bien. On va faire une petite introduction au syndicalisme aujourd'hui. Donc expliquer qu'est-ce que le syndicalisme, comment ça a commencé, dire qu'au départ c'était interdit. Je ne sais pas par où on va commencer pour faire une introduction au syndicalisme. Sinon de se dire que
les syndicats aujourd'hui est un lieu où les travailleurs peuvent se rencontrer pour s'organiser et mettre en place de la solidarité. Donc, c'est-à-dire, dès que tu es dans une équipe où il y a un problème, normalement, mince, il est parti, je vais lui donner l'exemple de son histoire, c'est pas grave, il reviendra. Quand les travailleurs se mettront à organiser donc, pardon, excusez-moi, je vais la refaire. Donc, comme il y a de la solidarité, il y a deux choses très importantes pour les syndicalistes. C'est-à-dire, aujourd'hui, améliorer nos conditions de travail, et dans un futur, complètement bouleverser la façon de fonctionner de la société. C'est-à-dire, aujourd'hui, on travaille, et une bonne partie du fruit de notre travail ne nous appartient pas. Le but du syndicalisme, c'est qu'un jour, ça change. Mais aussi, on ne va pas attendre que ce grand jour arrive pour améliorer nos conditions aujourd'hui. Un exemple tout simple, c'est un exemple tout simple. Là, j'en ai pas un en tête, je suis désolé, mais des augmentations de salaire, c'est quelque chose qui on va réclamer des augmentations de salaire, mais on sait que à terme, c'est pas juste les salaires qu'il va falloir augmenter, il va falloir que on participe aussi à l'organisation du travail, du lieu de travail, la réduction du temps de travail, c'est des revendications qui sont pas aussi à court terme non plus, mais c'est pas juste ça qui va nous complètement bouleverser la société. Ensuite, ce qui est important du syndicalisme aujourd'hui, c'est aujourd'hui on va trouver beaucoup de syndicalistes dans les CSE, mais c'est pas obligatoire, comme même une de nos intervenantes aujourd'hui a dit, elle faisait un travail qui s'appelle défenseur syndical. Donc on va peut-être aujourd'hui parler un peu de quels sont les autres lieux où on peut faire agir en tant que syndicaliste. Mais si comme c'est juste une introduction, pour moi le syndicalisme, le mot qu'il définit, c'est la solidarité. Et c'est pas pour rien que notre syndicat s'appelle Solidaire. Je vais laisser un peu la parole à notre camarade qui vont parler un peu de analyse solidaire, enquête d'action, qui vont nous parler un peu de l'action syndicale. Donc ça va être mon camarade de gauche qui, s'il est prêt, sinon on va essayer d'être prêt. Ok. Du coup, nous, ce qu'on voulait vous communiquer un peu, c'est un peu la grève, à quoi ça sert, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plusieurs types de grèves. On a des grèves qui vont être défensives. Par exemple, il y a un plan de licenciement aujourd'hui, donc il va y avoir des grèves qui vont se faire. On va avoir des grèves qui peuvent être offensives. On veut par exemple la mise en place des 32 heures. On veut la mise en place d'une plus grande augmentation, comme ce qui est le cas à Total et à Exxon. On va avoir ce type de grève, mais on va aussi avoir comment expliquer Est-ce que tu peux me redire la question? Je me suis perdu dans mes explications. Introduire l'enquête d'action, le thème pourquoi la grève fonctionne. Oui. C'est quoi la différence entre les formes d'agir dans les quotidiens et les formes d'agir dans ton temps de ton temps libre, on va dire. Complètement. En tout cas, nous, ce qu'on pense, hein, c'est la question de la grève, c'est toujours l'arme la plus efficace du mouvement ouvrier, du mouvement syndical au sens large, hein. C'est-à-dire que, merci, hein, avec un plan, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, hein, on prépare rien et voilà ce qui se passe. Non. Contrairement à une grève ça se prépare. Exactement, une grève, ça se prépare énormément. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est de comprendre une chose, c'est que la grève, historiquement, c'est quelque chose qui a été assez efficace, c'est quelque chose qui parfois pouvait être insurrectionnel, qui pouvait être violent. Il y a eu des massacres de grévistes dans l'histoire, de manière importante, y compris... Tout va bien, je viens de noyer mes notes. Ma collègue vient de noyer sa feuille. Je viens de noyer mes notes, tout va bien. Voilà, Donc, en tout cas, pourquoi nous on pense que la grève ça marche? Nous on pense que la grève ça marche pour une chose, c'est qu'en fait elle attaque au sujet on va dire de la langue qu'on a en commun avec l'employeur, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'on attaque au portefeuille. Et en ça, nous on pense que la grève, c'est l'arme la plus efficace, parce que déjà on découvre qu'il n'y a pas que le travail dans la vie, hein, et que si on décide du jour au lendemain de ne plus travailler,
on a le pouvoir en fait. C'est ça aussi la question de la grève, c'est qu'on reprend le pouvoir sur le patron, on reprend le pouvoir sur l'outil. Et pour nous, pourquoi ça marche tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a une asymétrie de pouvoir entre l'employeur et les salariés, et on remet en place une certaine forme de symétrie. Et au-delà de pourquoi ça marche, vous avez vu, je tourne en rond, mais je vais y arriver, vous allez voir. Au bout d'un moment, tout mène à la grève, vous allez voir. Pourquoi on pense que ça marche? Tout simplement parce que actuellement, on n'a rien d'autre. Voilà, on n'a rien d'autre qui est efficace. Dans l'histoire, une chose est sûre, c'est qu'on a déjà essayé de faire par exemple des pétitions, des choses comme ça. C'est pas ce qui marche le plus. Ce qui marche le plus, ça va être la grève, c'est attaquer au portefeuille, attaquer aux intérêts et bloquer sur l'outil de travail. C'est-à-dire que tous les jours, le patronat nous vole une partie de notre travail, hein, on appelle ça le surtravail. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une partie du travail qui nous est volée, et cette partie, avec la grève, on essaie d'en récupérer un petit peu plus. Voilà. Et l'enjeu, en tout cas pour nous, pourquoi on est plutôt partisan d'une grève et pas par exemple des mobilisations du samedi. Pour nous, ce qui paraît important, c'est que la grève, on va dire du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi et du vendredi, du samedi et dimanche maintenant vu qu'on travaille le dimanche, mais cette grève, elle a un impact hyper important sur la question économique. Et que aujourd'hui, on a plutôt une problématique, c'est que la plupart des gens ne veulent pas bloquer l'outil de travail, ne veulent pas bloquer l'économie, et donc on se retrouve aujourd'hui avec des mobilisations qui ont du sens, hein, mais qui vont pas attaquer au portefeuille, et on va pas réussir à appuyer là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à être en fait un groupe d'opinion qui va dire on pense que les travailleurs veulent plus de salaire, plutôt que de dire il y a un autre truc aussi, et qui joue beaucoup, c'est que en fait il y a énormément d'individualisation des cas de figure. Par exemple, il va y avoir des gens qui vont vouloir se battre juste pour eux-mêmes et pas forcément en collectif. Alors ils vont peut-être réussir à gagner une petite augmentation de salaire, alors qu'en fait s'il y avait eu un collectif qui avait fait grève et que les personnes se soient vraiment unis, ils auraient peut-être pu demander plus et taper plus fort pour obtenir davantage de choses. Et aujourd'hui, surtout dans les métiers de l'informatique, il y a une réelle individualisation des luttes où les personnes, elles vont juste vouloir lutter pour elles-mêmes, quoi. Ouais, tout à fait. Et par exemple, moi, il y a un truc qu'on a pas mal vu, c'est les salariés qui demandent une augmentation de salaire à leur entretien annuel, qui ne l'obtiennent pas et qui du coup posent leur démission pour aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, alors que c'est pas forcément le cas, et au pire ils vont peut-être réussir à gratter un petit peu de salaire en plus, mais pas forcément beaucoup plus, quoi. C'est ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va aussi avoir une logique, c'est que le chacun pour soi, c'est tout le monde dans la merde. C'est-à-dire que tout le monde sauf les classes dominantes. C'est-à-dire qu'on va se retrouver systématiquement avec des individus, des gens qui vont être complètement dans des logiques d'autodéfense individuelle. Et la question de la grève, c'est justement on remet du collectif sur ces questions. Les questions, elles sont pas individuelles. On a tous envie d'une augmentation de salaire, et par contre, on pense qu'elle doit être juste. Et pour être sûr que ce soit pas les personnes qui sont les mieux outillées pour aller demander une augmentation de salaire, quelqu'un qui a une grande gueule, etc. Nous, on pense que l'outil adéquat, c'est l'outil syndical. Voilà. En tout cas, pour nous, on pense que la question de la grève, elle est loin d'être terminée, y compris par exemple sur la question de l'informatique. On pense que la question de la grève, elle a une efficacité, d'autant plus qu'on est au cœur de la production capitaliste, on est au cœur de grandes entreprises, on est au cœur d'Amazon, on est au cœur de Carrefour, on est au cœur d'Enedis, et c'est des endroits où il y a, soi-disant, jamais grève. Et nous, en tout cas, ce qu'on aimerait revoir, c'est que le jour où, en tout cas, les travailleurs et travailleuses de l'informatique se rendront compte, de l'informatique, du conseil, du jeu vidéo, etc. J'ai une question pour toi, du coup. En tout cas, je finis juste, du coup, c'est qu'une fois que les gens se rendront compte de ce pouvoir, le patronat tremblera, à mon avis. Ma question pour toi, c'est est-ce que les travailleurs de l'informatique ont déjà fait grève? Est-ce qu'ils font grève? Les travailleurs de l'informatique, oui.
tous les travailleurs et travailleuses d'informatique, non. Mais en tout cas, les questions des grèves dans l'informatique, c'est quelque chose d'assez courant malgré tout. Après, est-ce qu'elles sont majoritaires? Pas toujours. On a une grève importante qui a eu lieu, qui était à Aztec, qui était justement sur les SS2I. Il y avait une grève, je crois, qui avait été à peu près de 40% de l'entreprise. Donc c'était une bonne grève. On a eu des grèves à Inetom, on a eu des grèves à Soprasteria, on a eu des grèves à Capgemini aussi. Voilà, des grèves, on en a. La question est plutôt de savoir pourquoi on n'en entend pas parler. Pourquoi on voit pas ça au journal de 20h plutôt qu'à Nouna, pourquoi à un moment donné à TF1 on parle pas des conditions de travail dans les open space. Pour nous, c'est plutôt cette question. C'est pas de la question de savoir s'il n'y a pas des grèves. Il y a des luttes, il y a des conflits qui se passent dans l'informatique. La problématique, c'est qu'on ne les visibilise pas. Je vais y arriver. Voilà. Et donc, il y a des grèves. Après, il n'y en aura jamais assez. Voilà. On vous invite à faire grève si vous le voulez. C'est assez simple de faire grève. On y reviendra dans la partie juridique, mais il faut pas grand chose pour faire grève. Voilà. Et il y a déjà eu aussi des grèves dans le jeu vidéo. Il y a eu des grèves à Ubisoft, il y a eu des grèves à Eugène System, qui a créé le SDJV derrière. Voilà. Des grèves, il y en a quoi dans les poches du syndicat. Oui, je l'avais travaillé celle-là. Mais il y en a pas assez à notre goût. On n'aura jamais assez. Donc il y avait quelque chose que j'avais oublié de dire dans l'introduction au syndicalisme. Du coup, je vais la profiter pour la dire maintenant, parce que, comment dire, comme on n'a pas de reportage aujourd'hui, on va découper d'une façon un peu différente. La pause aura pas lieu juste après. C'était pour se dire aussi que les syndicats, c'est aussi c'est surtout de la solidarité, mais aussi on va porter en tout cas, le syndicalisme de solidaire, c'est un syndicalisme avec des valeurs. Ça veut dire que vous pourrez trouver dans nos positions beaucoup de soutien à la lutte des sans-papiers, à la lutte à des luttes féministes, à des luttes, comment dire, des organisations LGBT et des luttes LGBT. Et tout ça, ça va se passer dans la solidarité. Pourquoi? Parce que la solidarité de classe va dépasser cette haine qui essaye de nous diviser. Et en tout cas, c'est pour ça qu'on peut mettre autant d'énergie dans le syndicalisme et que ça, à chaque fois, ça paye. Parce que, encore une fois, c'est la solidarité. C'est pas du tout une référence à une des chansons que vous avez écoutées pendant la pause, mais surtout une référence au nom de notre syndicat solidaire. Bénédicte, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose avant qu'on passe au point d'actualité? Syndiquez-vous. Ok, bah, très bien. Syndiquez-vous pour lutter ensemble et pour trouver surtout des gens avec qui lutter, parce que malheureusement, un adhérent ou une adhérente isolée est en position de faiblesse, alors que quand on est plusieurs à vouloir lutter pour obtenir quelque chose, c'est beaucoup plus simple, et ça permet aussi de, si jamais quelqu'un à un moment où ça va pas, parce que ça peut arriver à tout le monde, on est humain, on est comme vous, on n'est pas des super-héros, on est juste des humains normaux et on a nos moments de faiblesse, et quand on est à plusieurs, ça permet vraiment de s'entraider et de trouver des gens sur qui pouvoir se reposer aussi quand ça va pas, quoi. Surtout que l'idée souvent qui va se passer, en tout cas des grèves, c'est que on n'est plus sur des questions. En fait, ce qui est intéressant dans l'histoire des grèves, mais ça on y reviendra peut-être un peu plus, c'est que les grèves, elles démarrent pas forcément sur les sujets sur lesquels on les attend. On pourrait penser que par exemple, ce qui allait démarrer la grève, par exemple, c'est le fait que le patron de Total s'augmente de 52% et a un salaire de 300 000 euros par mois. On pourrait penser que c'est ça qui démarre la grève, mais c'est pas ça qui a démarré par exemple la grève à Total ou à Exxon, je sais plus lequel des deux. C'est sur une question de conditions de travail, c'est sur une question d'un accident de travail d'un collègue qui est mort. Si vous voulez, c'est des sujets qui
on pourrait penser que c'est pas des sujets syndicaux, on pourrait penser que c'est des sujets qui sont pas nobles, mais en tout cas ils sont tout à fait nobles. Et une chose est sûre, c'est que même des petits sujets peuvent démarrer des grèves. Par exemple, sur les éboueurs de la métropole de Lyon, hein, historiquement, dans le privé, ce qui a démarré la grève, ça a été justement le fait que ces travailleurs et travailleuses, il y avait quelques travailleuses, mais plutôt majoritairement des travailleurs, ils étaient plutôt en situation d'isolement. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait un groupe qui s'entendait bien, on les divisait. On les mettait dans 2 groupes différents. Et une partie des choses qui a fait démarrer la grève, c'est justement cette question de la division, du fait que dès qu'il y avait un groupe qui fonctionnait bien, il était cassé en morceaux, mais aussi des questions d'humiliation. Par exemple, ce qui les avait le plus touchés, ça a été le fait de descendre dans la cuve. Donc les éboueurs, ils ont une cuve pour là où mettre les poubelles, et en fait on les faisait descendre pour nettoyer dans la cuve, sans équipement, sans rien, etc. Et pour eux c'était une humiliation énorme. Et c'est en grande partie ça qui a fait démarrer la grève, par exemple, à Pizzorno. Alors qu'on pourrait penser que ce serait une question de salaire. Il y avait la question salariale, ça c'est sûr, mais toutes ces autres questions, c'est des sujets. Et nous, en tout cas, là où on essaye d'œuvrer en tant que syndicaliste, et aussi en tant que salarié, c'est de politiser ces sujets et de montrer qu'ils sont collectifs. Ils sont pas individuels, ils sont collectifs. Et que quelque chose qui fait chier un collègue, c'est quelque chose qui fait chier tous les collègues. Voilà. Et qu'à un moment donné, par exemple, je prends un exemple que j'ai connu, mais par exemple, l'exemple du fait que les bureaux soient, par exemple, pas à la bonne hauteur, ça crée des problèmes de dos à des personnes majoritairement plutôt des femmes, mais ça crée aussi des problèmes à des hommes de petite taille qui vont pas le dire. Enfin, en tout cas, ou à des personnes de grande taille aussi. C'est ça. Moi, oui. là où je bosse, il y a pas mal de personnes qui sont très grandes, qui sont dans les 2 mètres, et où le bureau taille standard avec des gros guillemets, parce que le bureau est de hauteur fixe, et en fait ces personnes-là, c'est pareil, elles ont mal au dos parce que le bureau est trop bas. Moi, j'ai plutôt le problème inverse, le bureau est trop haut, et du coup, on a des problèmes similaires, mais on a la même origine de problème, mais pas tout à fait le même cas, et ça pourrait être résolu tout simplement par un bureau réglable en hauteur, quoi. Et c'est des choses qui sont pas du tout pensées dans les aménagements des bureaux, par exemple. Et on voit que un sujet qui pourrait paraître individuel, un petit problème entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de petit problème pour nous, c'est un sujet sur lequel on peut déboucher sur une grève ou sur des choses comme ça. Après, effectivement, la grève, pour la plupart des gens, ils voient ça de manière loin. Souvent, on va écouter le discours de dire ouais, mais mes collègues, ils veulent pas faire la grève, c'est tous des cons, y compris d'un discours de syndicaliste. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'à un moment donné, il faut essayer, quoi. C'est-à-dire que faut aller vers ses collègues, il faut les convaincre. Ça sera pas du jour au lendemain, mais une chose est sûre, c'est que la grève, comme on le disait, ça se prépare. Et ça se prépare comment ? Ça se prépare par la création de la solidarité avec les collègues. Ça se crée en mettant à jour les logiques d'individualisation des salariés et en mettant des logiques collectives, des logiques d'équipe, des logiques de solidarité de classe. En tout cas, pour nous, la grève, même si ça peut paraître lointain pour certains ou certaines, c'est l'un des objectifs, et c'est l'un à la fois un objectif lointain, mais aussi une stratégie, en fait, une stratégie efficace pour reprendre un peu de ce qu'on nous vole au jour d'aujourd'hui. Voilà à peu près si on peut résumer un peu l'intérêt de la grève et pourquoi ça marche. Et que une grande partie des problèmes, en tout cas, de beaucoup de mouvements sociaux, c'est de refuser de peser sur l'économie. Exemple des manifs climat, par exemple, on a été peu nombreux et nombreuses à pousser l'idée de la question de la grève pour le climat. Mais quand on parle d'une grève, on parle du blocage de la production, parce qu'en grande partie, ce qui consomme de l'électricité, ce qui consomme des ressources, c'est la question de la production économique, en tout cas sous une société capitaliste. Et pour nous, en tout cas, on pense que la question de la grève, par exemple, des femmes pour le 8 mars, la question de la grève, par exemple, qu'il y a pu avoir des immigrés, par exemple, à New York, je vous regarderai un petit peu en détail, mais il y avait une grève des immigrés à New York sous Trump, justement, dans lequel ils avaient fermé tous les
les magasins, etc., qui étaient tenus par des personnes d'origine immigrée. Et New York était complètement verrouillé pendant un jour. Donc pour nous, en tout cas, on pense que quand on utilise la question de la grève, même sur des sujets sur lesquels on n'attend pas, on peut penser de la grève des femmes, par exemple, pour le 8 mars, qu'il y a eu, par exemple, en Espagne, on peut penser à la grève pour le climat, on pense que la question de la grève, il faut la remettre au jour, et c'est quelque chose de très efficace et de sous-exploité à notre goût. Voilà, c'est déjà pas mal. Très bien, merci beaucoup de nous présenter comment fonctionne la grève, ou en tout cas quelle est la stratégie qu'on essaye de mettre en place pour changer de rapport de force. Donc, comme aujourd'hui je vous ai dit, notre reportage a été reporté, on va vous parler un peu de l'actualité, parce que on vous a parlé beaucoup de grèves, mais je suis sûr que pendant les dernières semaines, vous avez aussi beaucoup entendu parler de grèves, notamment la grève du 27 octobre. Et pour ceux qui sont du Rhône, parce que nous sommes la section solidaire Rhône, on va parler des particularités lyonnaises. Donc je vous redonne la main. Et avant de vous donner la main, pardon, si jamais les personnes du chat ont des questions, je les regarde régulièrement et je poserai aux intervenantes s'il faut. Là pour ça. Tu veux commencer, Bénédicte? C'est là que je suis contente d'avoir écrit mes notes avec un stylo waterproof, parce que c'est les notes que j'ai noyées tout à l'heure. Oui, on va commencer par la grève du 27 octobre. Donc c'était une grève qui a été, si j'ai bien compris, parce que c'était pas hyper clair pour moi, j'avoue, que c'était une grève interprofessionnelle qui a été lancée à la base par la CGT. Et c'était un peu pour protester contre l'augmentation pour l'inflation, et pour protester contre l'inflation et demander notamment des augmentations de salaire pour tout le monde, et aussi une indexation des salaires sur le montant de l'inflation, comme ce qui se faisait il y a pas si longtemps d'ailleurs. J'avoue que je me rappelle plus de quand ça date, mais c'était il y a pas si longtemps, où les salaires étaient effectivement indexés sur l'inflation, et on a décidé d'arrêter ça parce que soi-disant c'était pas sympa. La dernière grève, je la vois comme une défaite. On n'a rien obtenu à part 2,49,3 et personne. Ouais. Ça, c'est la tristesse. Quelque chose qu'on trouve toujours très intéressant, c'est qu'on nous parle toujours de attention, si on augmente les salaires, il va y avoir l'inflation. Ouais, vous voyez, le fantôme de l'inflation qui circule. Si on augmente les salaires, il y aura de l'inflation. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, il n'y a pas d'augmentation de salaire. Enfin, si, il y a une augmentation de salaire, mais plutôt pour les très hauts cadres dirigeants. Ouais, ça fait tomber un badge. Bon, voilà, ça arrive. L'essentiel, c'est pas de tomber, c'est de se relever. Hein. Voilà, c'est ce qu'on dit souvent. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on a une inflation aujourd'hui qui est importante. Hein. Je crois qu'on est à 10 ou 20% quasiment, hein, presque suivant comment on compte. Mais par contre, les salaires ne sont pas... On me fait des signes en régie, mais je comprends toujours pas. 16%. 6 à 10%. Voilà. Alors les syndicalistes diraient 100% d'augmentation de l'inflation. Mais voilà. Selon la police, ce serait 0 ou moins 2. En tout cas, une chose est sûre, c'est que aujourd'hui les salaires n'augmentent pas. Mais par contre l'inflation augmente. Donc à un moment donné, on peut plus nous dire pendant des années qu'il faut pas surtout augmenter les salaires parce que tout va augmenter. Là, tout augmente. Les biens de première consommation augmentent, les pâtes augmentent, etc. Mais par contre, nos salaires n'augmentent pas. Donc il faut arrêter de penser que si on augmente nos salaires, tout augmente. Sauf les salaires des PDG. Exactement. Les salaires des PDG, étonnamment, ils sont pas en baisse. Hein. Voilà. En tout cas, une chose est sûre. Ah si, pardon, sauf celui du PDG de Total qui n'a gagné que 3 millions d'euros, je crois. Ouais, mais tu comprends. Un truc comme ça. J'ai deux questions du chat. Vas-y. Qu'on pourra peut-être... Soit vous me répondez maintenant, et après vous me continuez sur les autres grèves. Mais elles sont quand même intéressantes. C'est Super Marie qui nous demande... pourquoi le rail n'a pas beaucoup suivi la dernière grève. Je ne sais pas si vous parlez de la grève du 18 ou celle du 27. Si tu peux nous préciser. Sinon, sa première question, c'est quand même la dernière grève, je la vois comme une défaite.
Je pense qu'Yanis aura la réponse, donc je te laisse répondre. Mais si Bénédicte, je ne sais pas si Bénédicte a la réponse. J'avoue ne pas avoir la réponse. Je ne savais pas que le rail n'avait pas n'avait pas tant suivi que ça. Sur la grève était une défaite. Alors, je pense qu'une chose, c'est que je sais plus quel camarade féministe disait ça, mais il suffit d'une crise économique pour que les acquis sociaux des femmes soient remis en question. Et je pense que c'est hyper important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que les acquis sociaux, on parle souvent de conquis sociaux, hein, c'est des choses qui peuvent être enlevées du jour au lendemain. C'est le principe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain rapport de force qui fait qu'on n'a pas encore remis en place, par exemple, le travail des enfants. En tout cas en France, hein, mais pas officiellement. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que on a des acquis sociaux qui ont été obtenus et que tant qu'on maintiendra pas un rapport de force suffisant, on va les perdre. Dans le cas de la question de la réforme des retraites, moi je suis plutôt en désaccord. Par exemple, je pense, j'ai plus de réseau, je rate toute la réponse. Non, mais on va la refaire s'il faut. Mais une chose est sûre, c'est que, à mon sens, la grève, non, je suis pas d'accord là-dessus. C'était pas une défaite, c'était une victoire. C'est-à-dire que on a réussi à convaincre des collègues qui étaient difficiles à convaincre. On a réussi, par exemple, dans certains endroits, à faire venir des collègues qui n'avaient jamais fait grève pour leur première fois. On a réussi à gagner une victoire, alors peut-être partielle, ça je peux être complètement d'accord avec toi, mais en tout cas on a fait une victoire. C'est-à-dire que cette loi, elle a reculé. Alors la question est de combien de temps, mais comme toutes les lois, on le reculeront. C'est la question du rapport de force qui a toujours fait reculer les puissants. Et aujourd'hui, la problématique, c'est que le rapport de force n'est pas suffisant pour les tenir à distance de 20 ou 30 ans. Bon, une chose est sûre, c'est que la réforme des retraites, quoi qu'on le dise, s'il n'y avait pas de mobilisation, la réforme des retraites serait passée. Et il y aurait aujourd'hui tout un tas de personnes qui sont aujourd'hui en retraite qui auraient déjà eu les effets de cette réforme des retraites. Donc oui, c'est une victoire. Non, elle n'est pas suffisante. Et une chose est sûre, par contre, c'est qu'elle a créé une chose chez des collègues, c'est qu'elle a montré les yeux du pouvoir aux collègues, elle a montré les yeux du patronat, elle a montré qu'est-ce que faisait le patronat et qu'est-ce qu'était capable de faire le mouvement syndical pour défendre une question qui est quand même centrale, c'est de dire, à un moment donné, une fois qu'on s'est épuisé au travail et qu'on a notre corps qui est cassé, ce serait quand même bien de pouvoir un tout petit peu profiter de la vie avant de mourir. C'est ça la question de la retraite. Hein. Faut le dire clairement les choses. Donc, je suis plutôt en tout cas en désaccord avec le fait que c'était une défaite, même si je peux être d'accord avec toi sur le fait que c'est c'est une victoire, mais pas suffisante. Mais comme j'aimerais bien un jour exproprier les capitalistes dès maintenant, mais voilà, on va prendre déjà les petites victoires là où elles sont. Il y avait une deuxième morceau de la question, pas sûr que j'y ai répondu, si. Ah oui, les cheminots. Si, les cheminots. J'essaie de faire vite. C'est pour la grève du 27. Voilà. La question des cheminots, en fait, c'est assez simple. C'est que les cheminots, sur la première grève, je me rappelle plus laquelle c'était, sur la première grève, en tout cas, eux, ils ont fait des AG. Ils sont allés faire des AG de grève, des AG de cheminots, des AG de gare. Par exemple, sur la gare de Lyon, il y a eu par exemple des assemblées à Perrache, il y a eu des assemblées. C'est-à-dire que eux, contrairement à tout un tas d'autres camarades qui ont un pouvoir de blocage énorme, eux, ils ont fait des assemblées générales et ils ont décidé collectivement, pour une partie, d'arrêter le travail et pour d'autres, de reprendre le travail. Parce que les cheminots, ils sont comme tout le monde, hein, c'est-à-dire que oui, ils ont un pouvoir de blocage important, mais à un moment donné, on peut pas faire de grève par procuration. C'est-à-dire qu'on peut pas demander aux cheminots, aux personnes du public de faire des grèves à notre place. C'est-à-dire que l'émancipation des travailleurs et des travailleuses viendra des travailleurs eux-mêmes. Et ça, je pense qu'il est hyper important de se dire que moi, j'aurais aimé que les cheminots partent en grève insurrectionnelle, etc., et bloquent tout le pays en armes, mais j'aurais bien aimé une chose, c'est que les travailleurs et travailleuses de l'informatique aillent encore plus loin que les cheminots et sabotent leur outil de travail. Ça aurait été encore plus intéressant et ça aurait donné une leçon. Mais une chose est sûre, en tout cas, les cheminots et les cheminotes ont toujours donné, pour moi, ont toujours donné énormément dans les grèves et même peut-être beaucoup plus par rapport à ce qu'on les attend. Voilà. Bon, vous voulez compléter, Bénédicte? C'est plutôt un bon résumé. Je voulais juste rapporter un petit quelque chose par rapport au truc que tu avais dit par rapport aux acquis sociaux, notamment des femmes. Il y a quelque chose qu'on voit très bien en ce moment, notamment aux US, où par exemple le droit à l'IVG a été remis en question par l'annulation
de l'arrêt dont j'oublie le nom parce que j'ai une très mauvaise mémoire des noms, mais qui grosso modo garantissait de façon constitutionnelle le droit à l'IVG aux États-Unis. Merci, c'est Roe versus Wade, tout à fait. C'est fait intéressant. En France, nous, on l'a même pas. Et en France, quand on a posé la question au Conseil, il y a pas très longtemps, il y a eu une proposition d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, et ça a été refusé parce que soi-disant, ça n'est pas en danger en France. Sachant que, en fait, en France, comme il y a de moins en moins de moyens qui sont mis dans les structures hospitalières publiques, le droit à l'IVG n'est plus garanti à plein d'endroits. Moi, je connais des personnes qui sont actuellement en train de chercher pour l'IVG. Les délais dans les hôpitaux sont longs parce que c'est compliqué. Et il y a toujours l'histoire de la clause de conscience des médecins qui fait que certains médecins refusent de pratiquer l'IVG parce que clause de conscience. Donc ça reste quelque chose qui est tout à fait d'actualité, qui n'est pas tout à fait le sujet d'ailleurs, mais pas oublier aussi que il y a énormément de métiers féminins qui sont remis en cause, qui sont très peu mis en avant, etc. On parlait du personnel de ménage, mais par exemple une grève qui a très bien marché, c'était la grève des personnels de ménage de l'hôtel Ibis. Qui étaient principalement des femmes, il me semble. Oui, 100% même, je crois. C'était des gouvernantes. Et qui a fonctionné et qui était pas gagné de base. Qui a duré assez longtemps. Je me rappelle plus combien elle a duré, mais elle a duré très très longtemps par rapport à d'autres grèves et elles ont tenu bon. Et comme quoi c'est pas ça peut fonctionner de faire grève. Donc, vous profitez que tu as parlé des femmes des ménages, parce que ce soir, à Lyon, il y a justement l'élu Rachel Keke, qui est à Lyon en ce moment. Peut-être qu'en ce moment, je sais pas exactement en ce moment même, je sais pas à quelle heure vous regardez notre live, mais en tout cas, ce soir, il y a les travailleurs de la gare des Perraches qui font grève, font une projection du documentaire sur la grève du hôtel Ibis, et ont invité la députée pour venir intervenir, pour venir parler avec le public. D'ailleurs, vous pourriez nous parler un peu de cette grève de Perrache? Pas très bien. Donc, on balaye y venir. Exactement, on balaye y venir, tout à fait. Badoumts. Un peu d'humour dans ce monde patronal quand même. Hein. Un peu d'humour dans ce monde de brut. Donc, il y a la gare Perrache, qui est une des grandes gares de Lyon, de la ville de Lyon, hein, pas la gare de Lyon qui est à Paris. Aucun rapport. Ce qui n'a pas de sens déjà. Ils sont donc en grève pour une période illimitée, qui a commencé le 10 octobre. Et donc depuis le 10 octobre, ils font piquet de grève au milieu de la gare, ils ne nettoient plus la gare, donc voilà. Et donc si j'ai bien compris, ce qui était présent dans le communiqué de la CNTSO, c'est qu'ils sont en grève pour protester notamment contre un nouvel appel d'offres de la métropole de Lyon qui mettrait potentiellement en danger leurs emplois et ferait qu'ils pourraient se faire licencier un peu du jour au lendemain à cause d'une clause dans cet appel d'offres qui ne correspond pas à l'entreprise à laquelle ils sont actuellement embauchés. Et je crois que Yanis, tu es allé les interviewer hier, donc tu as probablement plus d'infos que moi. Voilà, tout à fait. On est allé hier les interviewer. Pour être exact, on a interviewé une personne, mais en tout cas, on est allé les rencontrer hier pour deux raisons. Déjà, la première, c'est que une grève, c'est coûteux pour tout le monde. C'est coûteux en temps, c'est coûteux en énergie, c'est coûteux en plein de choses. Il faut savoir par exemple que c'est coûteux aussi de manière familiale, hein, parce qu'il y a toute la famille qui est mise à rude épreuve quand on en a une, hein, ce qui n'est pas toujours une question, mais en tout cas, la question de la grève, une chose est sûre, c'est que c'est une période qui est loin d'être simple. On a tendance à nous dire que les grèves, on en fait tout le temps, on fait tout le temps des grèves en France. Nous, on pense une chose, on n'en fait jamais assez. Et une chose est sûre, on fait pas assez grève en France. Voilà. Donc les personnes qui disent qu'on fait trop grève, je les invite à... Moi, je dirais même, on ne fait plus assez grève. C'est ça.
qu'à une période, effectivement, les travailleurs et travailleuses faisaient suffisamment grève. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à gagner suffisamment d'acquis sociaux. Et c'est aussi pour ça qu'on les perd actuellement. Voilà. Ce qu'il faut, je vous inviterai un jour à regarder l'histoire, par exemple, des grèves dans les mines, par exemple. On parle du massacre de Fourmi, voilà, dans lequel on a tué des grévistes, par exemple, mineurs. Enfin, on a toute une histoire de grève hyper importante là-dessus. Pourquoi nous on est allé là-bas à Perrache? Donc comme je disais, pour une première raison, c'est que la grève, c'est pas si simple qu'on veut bien le dire, et que la question de la solidarité, c'est la meilleure arme du mouvement ouvrier au sens large, ouvrier, ouvrière, conçu au sens non pas patronal, mais en tout cas c'est la meilleure arme qu'on a, c'est la question de la solidarité. Parce que passer et dire à des gens qu'on les soutient, c'est hyper important. D'autant plus aussi que pour une partie on est dans la sous-traitance et donc vu qu'on est dans la question de la sous-traitance, nécessairement on va plutôt s'identifier aux conditions de travail de ses collègues et on va plutôt s'identifier, même si effectivement on a, alors j'allais dire on n'a pas le dos cassé, mauvais exemple, mais en tout cas effectivement on ne nettoie pas les toilettes, on ne nettoie pas les papiers qui ont été jetés par nos collègues, etc. Enfin, ça on ne le fait pas. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'on est souvent dans des situations de sous-traitance avec un donneur d'ordre, ici la métropole, dans le cas du nettoyage, et juste aussi de dire qu'on est censé être sur une métropole de gauche, voilà. Donc voilà, si la métropole de gauche nous entend et qu'elle veut appliquer les valeurs de gauche, voilà, qu'elle donne des trucs de gauche aux grévistes, ce serait pas mal. Voilà. Merci beaucoup de votre enquête d'action. Pour le coup, vous êtes allé vraiment sur le terrain pour aller chercher de l'information. On vous remettra en tout cas le documentaire. Voilà, on a eu un petit souci technique, on avait l'audio qui était décalé en fait, donc ça aurait été un peu compliqué de vous montrer une interview avec un audio décalé. Donc on a préféré reporter parce que voilà, faut savoir ralentir l'action syndicale. Donc vous aurez un reportage qui sera probablement disponible sur notre chaîne YouTube. Exactement, j'allais dire, vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à notre prochaine émission pour le voir. On va le diffuser autrement. Donc pensez à bien vous abonner sur notre chaîne YouTube si vous regardez ce replay sur YouTube, ou si vous êtes sur le chat, je pense qu'il y a une commande pour avoir le lien. Alors, il y a la commande > YouTube que je viens de vous balancer. Sinon, vous l'avez aussi dans les informations de la chaîne Twitch. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil si le cœur vous en dit. On a commencé un peu en retard, mais je pense qu'on peut faire la pause maintenant, si cela vous va. Vous avez vos derniers mots avant la pause? Juste peut-être dire quelles sont les deux musiques qu'on va mettre, ou on vous laisse les découvrir et on en discute après. On les laisse découvrir. Allez. Bon, et donc on revient dans combien de temps nous du coup? Dans 5 minutes. Allez. Bon, à tout de suite. Salut.
Michel, parlez by des fonds. Ouais, 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 ni Saint-Michel, parlez by des fonds. Ouais, 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 ni Saint-Michel, parlez by des fonds. Ouais, 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 ni Saint-Michel, parlez by des fonds. Ah bah c'est mieux, y a pas moins. Bah non, j'ai pas envie de chanter, c'est juste... Attends, mais là ils m'entendent, ok bah... Ah bah très bien.
Michel, pas les bails de fond. Maman, la grève va de moins. Maman, la grève va de moins. Maman, la grève va de moins. Michel, Michel, pas les bails de fond. Ouais, 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 Michel, Michel, pas les bails de fond. Ouais, 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 Michel, Michel, pas les bails de fond. Yo, brûlé comme béché, yo incendie habitation, yo. Malgré tout ça, yo fait à Michel, Michel, pas les bails de fond. Yo, brûlé comme béché, yo incendie habitation, yo. Malgré tout ça, yo fait à Michel, Michel, pas les bails de fond. Ouais, 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 Michel, Michel, pas les bails de fond. Ouais, 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 Michel, Michel, pas les bails de fond. Ouais, 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 Michel, Michel, pas les bails de fond. Ouais, 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 Michel, Michel, pas les bails de fond. Bienvenue, nous sommes de retour après notre pause. J'espère que vous êtes toujours là avec nous ou que vous avez sauté la pause parce que vous regardez en replay. Donc, on avait fait un point sur les actualités et maintenant on va parler un peu de l'histoire de la grève. Comment dire, comment ça a commencé et quels sont les événements importants pour la grève. Quand notre camarade nous a dit que la grève fonctionnait, peut-être qu'il vous a pas précisé, mais il y a plein d'acquis ou conquis que nous avons aujourd'hui qui sont le résultat des grèves. Par exemple, si aujourd'hui nous avons des congés payés, c'est grâce à la grève de 1936. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de la période de 1936? Alors voilà, je préviens juste à l'avance, je n'ai pas préparé, c'est très mal, mais je vais quand même essayer. Ah bah non, mais du coup, si t'as pas préparé, Non, après je peux dire juste une phrase assez simple. Vas-y. La grève de 1936, donc historiquement on va dire que c'est en 1936, hein, donc c'est la période dite du Front populaire, hein, donc c'est une alliance de gauche, hein, alors à l'époque la gauche ça voulait pas tout à fait dire la même gauche que maintenant, hein, après on peut débattre de ce que c'était, mais ce que c'est sûr c'est que c'était plutôt assez radical en termes de gauche, même si bon, on peut en débattre, hein. Et donc du coup il y a eu une grève avec occupation d'usines, et il y a eu des acquis sociaux très très importants. Après, le débat, hein, est de savoir si ces acquis sociaux auraient été donnés par le Front populaire lui-même ou par la grève. Bon, nous, en tout cas, on pense que les occupations d'usines, y compris en 36, c'est ce qui a donné la question de la place des congés payés. Je crois que c'est à peu près 6 mois de grève, 1936, hein, environ, c'est ça. Donc, pour dire que toujours on peut appeler ça des acquis ou des conquis. En tout cas, on utilise ça comme position pour nous appuyer pour le futur. Parce que grâce à la grève de 36, nous avons eu aussi des délégués du personnel. Ouais, tout à fait. Et aussi les conventions collectives.
Ça veut dire que ça nous permettait de faire bouger, par exemple, aussi dans toute, comment dire, de faire bouger un peu les lignes, parce que c'est peut-être dur de faire bouger tous les codes du travail, mais si tu arrives à faire bouger ta convention collective, tu peux parfois gagner des choses. C'est ça. C'est aussi pour ça que historiquement, par exemple, quand on regarde les conventions collectives du dit Syntec, vous regarderez, mais c'est la convention collective entre guillemets la plus minimale. Alors c'est pas tout à fait vrai. Il y a pire encore. Il y a l'hôtellerie et restauration. Il y en a d'autres. Mais c'est pas une convention collective assez extraordinaire. Celle du tourisme aussi. C'est vraiment nul, celle du tourisme. Ouais, elle est pourrie, celle du tourisme. Alors, il y a aussi celle de l'animation aussi, voilà. En tout cas, globalement, il y a plein de conventions collectives qui sont pourries, et on va souvent parler de la question de la métallurgie. Il faut savoir que la question, par exemple, de la métallurgie, déjà, il y a des conventions collectives au niveau régional. Par exemple, il y a la convention de la métallurgie de la Loire, il y a la convention de la métallurgie, etc. Il y avait un intérêt, c'est que quand il fallait négocier contre le patronat, et ben en fait, c'était l'ensemble du secteur de la métallurgie qui se mettait en grève. C'est là où il y a eu l'histoire des caisses noires du patronat, dans lequel le patronat en fait avait préparé des caisses secrètes pour dire si jamais vous avez une grève dans votre boîte, vous tenez bon, voilà, faut surtout pas lâcher, nous on va vous aider, on va vous donner du fric en échange, mais surtout ne lâchez pas aux salariés parce que sinon ils veulent demander le petit doigt mais après ils vont nous prendre la main. Alors ils ont pas tout à fait tort sur le fait qu'on aimerait bien prendre la main, voire même le bras, mais bon. Donc en tout cas voilà, sur 36, après 68 aussi une grève assez importante. 68 il y avait par exemple sur Lyon il n'y avait pas de transport en commun pendant plus de 6 mois je crois, quelque chose comme ça, occupation d'usines, etc. Mais 68 il y a eu la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. C'est-à-dire qu'on avait enfin une reconnaissance de dire que le syndicat peut désigner un délégué syndical et il a le droit de faire tout le travail syndical, y compris à ne pas être licencié par l'employeur, et y compris, il n'y a que le syndicat qui décide de qui c'est. Et ça, c'est une sacrée force qui a été mise en place, dans lequel en fait on faisait rentrer dans l'économie capitaliste en fait la question du rapport de force directement dans l'entreprise. Après, il y a aussi d'autres grèves plutôt intéressantes. Il y a la question de la grève pour la journée de 8 heures, mais ça on en avait parlé, c'est la grève dite de high market, dans lequel il y a eu, c'est ce qui nous a donné aujourd'hui le 1er mai, la grève de high market, dans lequel on a tué on a tué et assassiné, en faisant un ersatz de procès des leaders, alors grosse guillemets à leaders parce que ça ne s'en était pas, du mouvement syndical américain. Et après, 2 exemples de grèves que je voulais vous partager, et je pense que ce sera pas mal là-dessus. Il y a la première grève qui est référencée dans l'histoire, c'est la grève dans les pyramides. Voilà. C'est-à-dire qu'on a sur les bas-reliefs une histoire des travailleurs des pyramides qui s'étaient mis en grève pour de meilleures conditions de travail. Je crois que c'était pour avoir du pain, je me rappelle plus en détail, mais voilà, c'est une grève assez rigolote. Et il y en a une deuxième un peu, vu qu'on continue dans l'anecdote, et je m'arrêterai là, c'est la grève dans la station internationale. Voilà. C'est-à-dire que ils ont dit on veut plus de temps pour pouvoir observer la planète Terre parce qu'elle est super belle, etc. La NASA a dit bah non, on va pas vous donner plus de temps, donc ils ont dit bah puisque c'est comme ça, on se met en grève, et donc ils ont coupé toutes les communications avec la NASA pendant, je crois, au moins 3 ou 4 heures, et après ils ont obtenu du coup plus de temps pour voilà, pour tout ça. Donc on a 2 exemples de grèves rigolos, on a la grève dans l'espace et on a la grève dans les pyramides. Voilà, je trouve que ça résume assez bien que la grève elle peut être vraiment partout. Je vais nous faire revenir pour parler un peu plus de grève en France, parce que pendant la pause musicale, nous avons entendu une chanson, si je me trompe pas de prononciation du nom, c'est la grève Barrez-moi. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette grève aussi Alors très vite, c'est une grève. C'était une grève en fait. C'est une chanson qui a été faite à la suite des grèves. Sur justement des patrons de plantation qui étaient souvent des colons blancs et des populations qui étaient noires, la plupart du temps qui étaient travailleuses, des travailleurs, et c'est une grève en fait dans laquelle a priori il y a une insurrection, vu qu'en fait dans la traduction qu'on vous a donnée, c'est que on a brûlé la maison du patron, quoi, en fait, c'est ça la grève, et donc
qu'ils disent, c'est que la grève m'a barré le chemin. Et donc c'est une grève, je crois, en Martinique, de mémoire. Voilà. Je crois que c'est comme ça qu'on appelait les riches patrons, c'était les béquets. Mais je me trompe peut-être. Oui, les béquets, c'est on va dire les enfants de maîtres, on va dire. D'accord. Et qui sont connus pour avoir faire du mariage que entre béquets, pour garder on va dire ce moment où les idées racistes se mélangent avec les idées des classes. Mais voilà, ils voulaient surtout pas se mélanger. Donc c'est un peu le principe des rallyes aujourd'hui, si vous connaissez. C'est les riches qui se reproduisent entre riches. Donc pourquoi je vous parlais de ça? Oui, parce que pour revenir sur l'histoire de la grève, il y a d'autres conquêtes importantes que nous avons eues, que tout le monde pourrait connaître. Là, aujourd'hui, on parle de la semaine des 32 heures. Avant, c'était les 35 heures. Mais avant, un truc très connu, c'était le 8 heures. Ça veut dire que c'était 8 heures de travail, 8 heures de temps libre et 8 heures de repos. C'était pas le 3-8 comme à l'usine, mais c'était les vrais 3-8. Non, mais c'était dans le but de que, en fait, dans ta vie, tu avais droit à du repos, mais aussi du droit aussi à faire d'autres choses de ta vie. C'est pas que de la chair à patron. Et du coup, c'était avec des grèves, comme tu as dit, et Marquette qui se battaient pour les 3-8. Et aujourd'hui, on voit qu'en fait, la grève paye parce que si avant ils demandaient 40 heures, nous aujourd'hui on demande 32. Ça. Et que si on garde, ça veut dire qu'on gagne. D'une certaine façon, on a l'impression de gagner en tout cas, et que peut-être nos petits enfants vont se battre pour les 3 heures en fait. Je ne sais pas. On l'espère qu'ils n'auront pas besoin de faire ça, mais clairement, ouais. C'est en tout cas ce qui se passe aujourd'hui, et c'est pour ça que nous c'est important, c'est que la question de la grève, aujourd'hui, c'est ce qui a été en grande partie le moteur de l'histoire, ça a quand même été la grève, et une grande partie des acquis sociaux, du fait qu'on n'est plus que quand on a l'âge de 5 ans, on va plus à la mine pour aller pousser du charbon, c'était pas le patronat qui voulait ça, c'était ça a été des syndicalistes, ça a été des militantes, etc. Et donc c'est tous ces acquis aujourd'hui, on va dire cette espèce de bagage social, même s'il n'est pas énorme, il est quand même un peu léger comme bagage. C'est quelque chose qu'on hérite de plein de gens, quoi. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de conventions collectives et de personnel, délégué du personnel. C'est des termes assez juridiques. Comment dire, je sais que pour les cas de PH, normalement, la convention collective de GNPH veut que tu gardes les employés. Ça veut dire que même s'il y a un autre appel d'offres, on change de sous-traitant, on garde les ouvriers, on garde les travailleurs. Avec les changements d'appel d'offres, ça va être compliqué, ou en tout cas, ils vont dire que c'est pas de l'insertion. Mais puisque ça commence à être assez pentu au niveau de droit du travail, je sais qu'aujourd'hui, nous avons une intervenante spéciale droit du travail qui pourra nous parler aujourd'hui un peu, c'est chouette, du droit de la grève. C'est mon tour là, c'est ça? Exactement. Le droit de grève, comment ça marche le droit de grève? Alors déjà, attendez, je vais me balancer la commande avec les articles de loi. Vous avez vu comme elle a bien préparé? Vous avez vu comment j'ai bien préparé, comment j'ai bien fait mon boulot? Même avec une feuille pleine d'eau, elle Même en ayant noyé mes notes, j'arrive encore à les lire, incroyable. Du coup, déjà, première chose à savoir sur le droit de grève, c'est un droit constitutionnel. Alors, ça vient de l'article 7 de notre Constitution qui date de 1946, et ça a été ensuite repris dans celle de 1958. Donc, c'est un droit constitutionnel. Dans le Code du travail, il est régi par plusieurs articles de loi. Je vous donne vite fait les références, mais je vous ai mis les 2 liens dans le chat si vous voulez les voir plus en détail. Donc vous avez les articles L 1132-1 à 4, l'article L 2511-1 et les articles R 3243-1 à 9 qui régissent le droit de grève. Si vous voulez les lire, c'est très instructif, je vous les recommande, et en plus ceux-là sont relativement courts, donc ils font pas trop mal au crâne. Donc voilà, déjà tout d'abord, qui peut faire grève?
N'importe quel salarié du public ou du privé a le droit de faire grève selon des conditions différentes pour le public et pour le privé. Pour le public, vous avez besoin d'avoir un préavis, ce qui n'est pas forcément le cas pour le privé, sauf si vous êtes par exemple dans une entreprise type entreprise de transport, ce genre de choses. Dans ces cas-là, il peut y avoir éventuellement une partie du personnel qui est réquisitionné, ce qui est notamment ce qui arrive aux camarades qui font grève dans les raffineries actuellement. Oui, y compris les éboueurs aussi, qui par exemple ont une délégation de service public, et donc qui dit délégation de service public dit on doit faire semblant de parler avec le patronat pendant un certain moment avant de pouvoir déclencher une grève. Un peu le modèle américain. Après, vous n'avez pas besoin aussi d'avoir tous les salariés de l'entreprise qui fait grève. En fait, il suffit, si vous voulez faire une grève dans votre entreprise, il vous suffit d'être au moins 2. Ça suffit. Il n'y a pas besoin d'être plus. Donc 2. Tu vois comment on compte. 2 selon la police et selon le syndicat. Là, pour l'instant... Pour une fois, on pourrait presque dire qu'on n'est pas en désaccord avec eux. Voilà. On ne dira pas qu'on est en accord, mais on n'est pas en désaccord. Voilà. Donc cette contrainte ne s'applique pas, sauf si vous êtes le seul salarié d'une entreprise, par exemple, ce qui peut arriver. Dans ces cas-là, vous avez le droit de faire grève tout seul. Comment ça marche une grève ? C'est très simple. Il suffit d'arrêter de travailler. À part l'exception que je disais tout à l'heure par rapport au préavis, les personnes qui nécessitent un préavis, en fait, vous n'êtes pas obligé de prévenir. Vous pouvez dire, par exemple, vas-y Jean-Mi, dans 10 minutes, on fait grève. Ça marche. Si vous avez des revendications à filer à votre patron, ça fonctionne. C'est tout à fait possible. Vous pouvez faire grève avec votre pote Jean-Mi. Alors, moi j'ai eu des questions, du coup, je sais pas si elles vont être répondues par ces questions, mais j'ai eu plein de questions. Je termine et puis après tu les poseras. J'ai hâte. Et sinon, vous avez aussi la possibilité de faire grève tout seul dans votre entreprise si jamais votre pote Jean-Mi est pas d'accord pour faire grève avec vous si vous avez un appel national. Par exemple, pour la grève du 27 octobre, il y avait un appel national, donc vous aviez la possibilité, si vous le souhaitiez, de faire grève ce jour-là, tout seul de votre entreprise. C'était tout à fait possible. Qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien pensé, dis donc. Donc voilà, il n'y a pas de durée, à savoir, il n'y a pas de durée minimale ni maximale de grève de base. Si vous avez envie de faire grève 5 minutes dans votre journée, c'est possible. Il suffit de le faire. C'est tout à fait possible. Si vous voulez faire grève 3 mois, c'est aussi possible. Donc voilà. Et vous avez aussi la possibilité de la fragmenter. Ça, j'avoue, j'en étais pas tout à fait sûre, mais en relisant hier, il y a un exemple que j'aime beaucoup sur l'article service public que je vous ai mis, qui dit que si vous voulez faire grève tous les jours pendant 15 minutes, pendant par exemple 3 mois, c'est possible. Le service public le dit, je pense qu'il faut le faire. Je trouve ça absolument fabuleux comme concept. Soyez de bons citoyens, voilà, on vous dit de faire grève comme ça, voilà, faites-le. Et j'y viens, Rumi. Je viens de voir ta question. C'était juste après. Quelles sont les conséquences de quand on a fait grève ? Alors déjà, vous avez, sauf si votre employeur décide de vous payer votre période de grève, ce qui n'arrive pour ainsi dire quasiment jamais. Donc vous avez normalement une perte de votre salaire qui correspond au temps que vous n'avez pas travaillé. Si par exemple vous n'avez pas travaillé 1 heure dans votre journée, on doit vous enlever l'équivalent d'1 heure de travail. Si vous n'avez pas bossé pendant 3 semaines, à ce moment-là, ce sera 3 semaines de votre salaire qui vont sauter. Même 10 secondes ? 10 secondes, je sais pas si c'est comptabilisé. Voilà. En tout cas, si, voilà. Ça fera peut-être quelques centimes en moins sur ton salaire. Voilà. Donc c'est comme vous voulez, voilà. On ne peut pas vous sanctionner ou vous licencier parce que vous faites grève. C'est très important de le noter, c'est très important de le savoir. Si jamais votre employeur vous décide de vous licencier parce que vous avez fait grève, sachez que c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que donc ça peut être annulé par le Conseil des prud'hommes si vous décidez de porter l'affaire devant les prud'hommes. Donc voilà, et dernier point, ça ne peut pas être mentionné sur votre bulletin de salaire que vous avez fait grève.
Il y a certains employeurs qui le notent et c'est parfaitement illégal. Donc voilà, est-ce qu'il reste des questions Moi j'en ai, mais priorité au chat. Alors, pourtant, on n'a pas le droit de faire une greffe perlée, du coup je pige pas la diff avec la fragmentée. Pour être tout à fait honnête avec toi, je n'ai pas la réponse à cette question. J'avoue que je me la suis pas posée. Je pense qu'il y a une subtilité que je n'ai pas, que je ne connais pas là-dessus. Sachant que du coup au niveau des grèves, hein, ce qui est pas autorisé par exemple, c'est la question du sabotage. Hein. Oui, il n'y a pas le droit de saboter ni de bloquer les salariés qui veulent travailler. Liberté du travail, vous comprenez, hein, comme dirait Pétain, le travail rend libre. Ah non, ça c'est pas Pétain, mais presque. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas le droit de bloquer des gens qui voudraient travailler et qui seraient bloqués par les méchants grévistes. Voilà. Après, je vous invite quand même à le faire si vous le pouvez. Mais c'est illégal. Y a plusieurs choses aussi qui sont illégales aussi, c'est donc, comme on disait, le sabotage, voilà. Donc, tous les trucs efficaces, hein. Voilà. Tous les trucs qui marchent bien et qui font bien chez le patronat. Ce qu'on appelle la grève du zèle aussi, hein. L'exemple de la grève du zèle, c'est qu'on a souvent des procédures qui ont pas de sens dans les boîtes, hein. Et si on les appliquait à la lettre, globalement, on bosse plus. Ou on fait sortir. Je vous donne un exemple, hein, sur la question du code. Par exemple, si vous faites du code, vous faites il y a des règles de nommage, vous les respectez bien à la lettre, et puis après vous faites une relecture de PR par votre père, et après la personne dit ah non parce qu'en fait t'as pas respecté telle chose, tu peux faire une petite optimisation. Voilà. La grève du zèle, elle est illégale aussi. Après, il faut encore prouver que c'en est une grève du zèle, mais elle est illégale aussi. Donc, et je me rappelle plus le nom exact, mais la grève du je travaille beaucoup trop lentement. Il y a un terme pour ça que C'est la grève perlée, justement. C'est dans la grève du zèle. C'est la grève perlée de travailler lentement. d'accord. C'est de là qu'il est illégal de baisser volontairement sa cadence ou travailler dans un environnement de travail dégradé volontairement pour faire des pertes. C'est ça la grève perlée. D'accord. Mais les journalistes ont aussi appelé des grèves perlées les grèves, comment on appelle ça, régulières. Comme tu as dit, la grève fragmentée. Et je pense que c'est là où ils profitent de ce qu'on appelle ça, homonymie. On va dire pour la grève perlée dont on parle qui est illégale, c'est celle de baisser volontairement la qualité du travail. D'ailleurs, baisser volontairement la qualité du travail, c'est une faute grave, si je me souviens bien. Tout à fait, oui. Autant il faut la prouver, mais par contre, il faut la prouver. Voilà. En tout cas, nous, ce qu'on va plutôt être partisans, c'est plutôt de faire du très très bon travail et d'en faire très peu, plutôt que de faire plutôt du mauvais travail qui, pas toujours, hein, mais qui va surtout généralement faire un peu déprimer les collègues qui vont retomber sur le travail derrière. Et il y a une question du coup dans le chat. Une question, tout à fait. Après, elle a déjà été partiellement répondue. Effectivement, il n'y a pas une histoire comme quoi le patron ne peut pas nous remplacer. Tout à fait, le patron n'a pas le droit d'embaucher des gens pour casser une grève. Ça, c'est illégal. Si par exemple, je pense notamment, je crois que c'était pas Pizzorno, il avait embauché des intérimaires. J'ai deux exemples. Mais il y a des employeurs, par exemple, qui peuvent effectivement vouloir embaucher des intérimaires pour casser la grève et voilà. Mais ça, par exemple, c'est totalement illégal. En tout cas, c'est quelque chose sur justement l'exemple de Pizzorno, par exemple. Une des choses qu'on avait faites quand on avait fait grève, vu que c'était une délégation de service public qui avait nécessité en fait de déclarer la grève à l'avance, et donc l'employeur avait déjà pris entre guillemets ses dispositions et avait déjà pris des intérimaires. Donc on avait consulté un document qui est dans l'entreprise, hein, c'est le registre unique du personnel, dans lequel on avait prouvé qu'il y avait une utilisation d'intérimaires et on les avait fait condamner avec l'inspection du travail. De la même façon qu'on avait fait une grève dans le nettoyage, justement, sur les gares de bus, justement. Et on avait choisi, bien évidemment, hein, la bonne heure pour faire grève. Et donc, on avait fait... En fait, les bus sur Lyon, ils étaient obligés d'être remplis en essence par des gens qui avaient une habilitation de sécurité. Et ben, ces personnes, elles se sont mises en grève juste avant. Et l'employeur ne pouvait pas remplacer par des gens qui n'avaient pas l'habilitation de sécurité et ne pouvait pas non plus le remplacer par des intérimaires là-dessus. Il s'avère que c'est souvent comme ça qu'ils le font, ils le font par des intérimaires là-dessus, donc c'est pour ça que, comme on vous le dit souvent, une grève ça se prépare. Voilà, c'est pas, enfin,
Même si des fois ça se déclenche rapidement, ça doit se préparer. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions concernant le droit de grève? Moi, j'en avais encore d'autres. Oui. Par contre, il reste toujours cette. Je pense que vous avez bien répondu. Par contre, il y a des choses qui vont arriver. Par exemple, on aimerait savoir dans quel cas l'employeur peut faire appel au travail des intérimaires. C'est une question que moi je me pose là maintenant. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Si vous l'avez pas, c'est pas très grave. Pour le travail des intérimaires, je suis pas forcément hyper experte là-dessus, mais je pense que c'est que normalement pour moi le travail des intérimaires, c'est que pour des missions ponctuelles normalement, des choses qui interviennent que pour des surcoûts d'activité, que pour quelques jours, quelques semaines par exemple. Je pense que dans ces cas-là, c'est adapté de prendre des intérimaires, mais sinon je pense que il vaut mieux embaucher des gens, quoi. D'accord. Mais encore une fois, c'est pas un sujet que je maîtrise parfaitement, donc ça reste à confirmer. Et encore une question, parce qu'on travaille pour beaucoup de l'informatique et qu'il y a beaucoup on appelle sous-traitance. Je me demande si c'est pas un peu similaire les cas de la sous-traitance, que je vois des personnes qui sont en soi-disant en mission pendant longtemps à la même entreprise et que la mission change de temps en temps, ou que la mission est pas tout à fait définie. J'ai presque l'impression que c'est un salarié, mais qui n'est pas salarié. Je ne sais pas comment vous voyez la chose. Alors, il y a de ça. Il y a de ça, très clairement. Quand on est sous-traitant, normalement, la durée maximale d'une mission chez un client, c'est 2 ans. Et au-delà des 2 ans, le client est censé embaucher la personne qui fait le travail du salarié, quoi. Après, il y a beaucoup d'endroits où ils trouvent des astuces pour détourner un peu le système et éviter d'embaucher les gens. Soit en leur remplaçant les gens plus souvent, soit en changeant un peu les intitulés des missions et faire style que non, en fait c'est pas le même boulot, tout ça, et en fait c'est le même boulot, c'est juste qu'il a pas le même nom, mais c'est le même taf et c'est la même personne. Et il y a plein d'endroits à mon sens où le fait de passer par des externes, en fait c'est assez absurde, mais c'est une variable d'ajustement, quoi. Moi, je vais essayer de faire une autre réponse. Alors, on reste dans le même registre, mais un des sujets justement qu'on avait eu à traiter, c'était la question, par exemple, effectivement de la sous-traitance, mais souvent, en fait, le collectif du travail, dans une situation de sous-traitance, en fait, ça va être les collègues qui sont en même situation de sous-traitance. Exemple, on est sous-traitant à Carrefour, et ben l'ensemble des collègues qui travaillent en informatique à Carrefour, c'est nos collègues, en fait. Et la problématique, c'est qu'on va avoir un espèce de millefeuille de montage financier, de montage d'entreprise, dans lequel on va avoir un salarié qui est de Soprasteria, un salarié de Capgemini, un salarié, etc. Si ces salariés veulent faire grève, eh ben, ils sont pas deux de la même entreprise, et donc ils ne peuvent pas faire grève. Donc ils doivent avoir un appel qui couvre leur secteur, et donc ils doivent passer par un syndicat professionnel, exemple un solidaire informatique, exemple comme un autre. Voilà. Mais ils ont une nécessité, en tout cas, à faire un appel d'un syndicat professionnel. Et donc, de fait, vu qu'on a plusieurs salariés qui sont d'entreprises différentes, ils ne peuvent pas faire grève. Enfin, d'un point de vue légal, leur grève, elle n'est pas légale, sauf s'ils arrivent à trouver d'autres collègues avec lesquels déclarer. Mais on se retrouve avec un open space dans lequel les conditions de travail dépendent, avec des gens qui ont les mêmes conditions de travail, qui ont les mêmes collectivités de travail, collectifs de travail, c'est mieux comme ça, et qui ne peuvent pas, entre guillemets, faire grève. Donc nous, on pense en tout cas que la question de la sous-traitance, elle a été conçue historiquement pour justement briser les logiques de solidarité, briser les logiques de grève. Et nous, on pense en tout cas qu'aujourd'hui, il faut être assez inventif et voilà, si vous voulez faire grève, nous on fait un appel qui couvre tout le secteur et vous faites grève dans l'open space, quoi. C'est ça le but. Et ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur l'individualisation et la casse vraiment des collectifs de lutte et des potentiels acquis qui pourraient en découler. Tout à fait. Du coup, moi j'ai des questions du coup. T'as des questions? Ouais, j'ai 2 petites questions du coup. Je vais juste regarder si le chat n'a pas posé de questions avant toi, parce que peut-être qu'ils seront préoccupés. Ouais. Mais vas-y, pose les questions.
J'en ai deux, hein, c'est histoire de compléter un peu sur les questions, mais est-ce que les travailleurs qui sont sans papier peuvent faire grève? Je pense qu'ils peuvent faire grève. Je vois pas de raison pour laquelle ils ne pourraient pas faire grève, à vrai dire. C'est une question rhétorique, oui. En tout cas, voilà, c'était pour placer, vous allez voir, on est vraiment malin à Solidaire Informatique, on dirait pas comme ça, mais y a la grève des travailleurs de Chronopost à Genévrier, un endroit vers Paris. Je suis désolé, je connais pas les. Voilà, c'est 9.1 RPZ, le syndicat. Il y a quelqu'un qui en parle justement dans le chat. C'est ça, effectivement. Il y a une grosse grève à Chronopost justement de travailleurs et travailleuses sans papier, soutenue par Sud PTT. Et voilà, on vous invite à aller les soutenir, que ce soit d'un point de vue financier, mais aussi à rejoindre les collectifs syndicaux pour leur filer du soutien. Mais en tout cas, oui, on peut faire grève si on est un travailleur sans papier. Après, voilà, c'est plus dur, mais ça veut pas dire que ça marche pas. Et du coup, tu avais une autre question. Je vais éviter de faire les questions-réponses. Avant que tu poses ta question, je vais compléter un truc sur le travers des Chronopost. Comment dire? Il y a une chose intéressante, c'est que il y a plusieurs piquets de grève déjà qui se font. C'est régulier, toutes les semaines, il y a des piquets de grève. Et comme ils veulent garder la force, ils font en sorte d'être les plus nombreux possible. Donc il y a plusieurs techniques pour le faire. On pourra pas en parler ici aujourd'hui, mais comment dire, quand c'est des enjeux comme ça, il y a des enjeux que la grève qu'ils soient nombreux au piquet et très visibles. Parce que plus ils sont visibilisés, moins on se rend compte que l'économie tient par les travails des sans-papiers. C'est-à-dire, si demain tous les sans-papiers arrêtent de travailler, un peu comme New York, ça arrête de fonctionner. La machine ne peut fonctionner que avec travers de sans-papiers. Donc quand aujourd'hui le ministre dit qu'il veut mettre dehors les étrangers, bah il est un peu embêté en fait. Il est un peu embêté parce que il pourra pas. Par contre, c'est bien pour les patrons jusqu'à certaines mesures, parce que plus la vie de ces travailleurs-là est compliquée, plus ils sont inclinés à accepter des conditions de travail, on va dire, inintéressantes pour pas dire nulles. Par exemple, un travailleur de Chronopost nous disait, ouais, bah, qui veut venir ici à 5h du matin pour travailler 1 heure? Bah, il y a que les sans-papiers pour le faire. Et bah, peut-être que comme je disais au départ, le syndicat est là pour changer. Peut-être que, bon, il va travailler à 5h du matin, mais du coup, il va être payé comme pour 3 heures pour payer son trajet. Mais peut-être que dans la société qu'on souhaite construire, il sera pas obligé d'aller là-bas à 5h du matin. On va trouver une meilleure façon de le faire. Enfin, voilà. Donc, je te laisse poser ta question. Il y a une autre question dans le chat, mais je pose ma question avant. Ça va rejoindre, mais plus concrètement, comment on fait grève? Parce que j'ai entendu que tout le monde expliquait que la grève ça marchait, hein, voilà, je suis assez d'accord avec ça. Par contre, concrètement, comment on le verbalise la grève? C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a une grève que j'aimerais rejoindre. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me connecte pour dire que je suis en grève? Est-ce que j'envoie un message? Concrètement, comment on fait, quoi? C'est-à-dire que concrètement, je comprends que j'ai le droit, je comprends que c'est un droit constitutionnel, mais comment on l'applique? Et un peu quels sont les usages que qu'on pourrait recommander? C'est-à-dire est-ce qu'on dit au patron bah écoute, je suis en grève, j'ai pas envie d'aller bosser aujourd'hui, ou enfin comment on fait, quoi? Vraiment concrètement. Alors, c'est très simple. Alors déjà, tu n'es pas obligé de prévenir ton patron que tu fais grève. Donc par exemple, si je dis que demain je suis en grève, j'ai pas besoin de dire à mon patron que je suis en grève, donc je fais comme si de rien n'était. Il faut quand même que tu aies un appel à la grève ou que vous soyez deux à le faire, tu vois. D'accord. Mais donc du coup, je peux lui faire une grève surprise. Tu peux tout à fait faire une grève surprise. Ça m'intéresse, ça. Comme je disais, à part quelques secteurs très particuliers, t'es pas obligé de poser un préavis, et ça peut être même demain matin, t'arrives au boulot à 9h, à 9h10, t'as envie de faire grève, et bah tu fais grève, t'arrêtes de bosser. Un exemple que je pensais, imaginez potentiel, hein. On a des gens qui sont intégrateurs, intégratrices, qui sont en train de monter par exemple une application, on est sur une mise en production,
Et l'application, elle est en train d'être désinstallée. Et là, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens se mettent en grève. D'un coup, là, par hasard. On est d'accord qu'ils auraient un rapport de force inimaginable face au patronat. Et la seule chose qu'ils devraient de faire, c'est d'être deux, c'est ça, hein, et d'être salariés de la même entreprise et de donner les revendications au patron. C'est ça. Ok, c'est intéressant ça. Mais pour rejoindre la question d'un quelqu'un que je ne connais pas, MyVogue, excusez-moi, MyVogue a posé une question sur le chat. Est-ce que un syndicat de la branche de l'informatique, dans la solidaire informatique, Ouais. peut pas poser un préavis, pardon, on appelle la grève en continu avec des revendications, par exemple, là il me donne l'exemple juste du capitalisme, mais on pourrait faire, on demande les salaires indexés sur l'inflation, par exemple. Et du coup, tous les travailleurs, ils ont même pas besoin d'être deux. Par exemple, dans la boîte, il y aurait qu'un intégrateur, bah, il pourra quand même poser cette grève. S'il y a un appel en continu, est-ce que ça existe déjà? J'ai entendu dire que dans les Rhônes, ça existe déjà, au moins pour l'éducation. Donc, voilà la question. Pour moi, il y a un sujet important qui est pas dit, mais que on n'a pas le droit de faire une grève, ça c'est aussi important. Alors, moi je pense qu'on a le droit, mais il faut avoir un bon rapport de force. Mais on n'a pas le droit de faire une grève de solidarité. On n'a pas le droit de faire une grève en soutien à la Palestine. On n'a pas le droit de faire une grève en soutien, par exemple, en soutien aux camarades qui luttent contre Trump. Les grèves de solidarité, là aussi, vous avez vu, le capitalisme a bien verrouillé quand même la grève. On n'a pas le droit d'en faire. Une grève de solidarité. Donc, faut être un peu inventif sur les motifs de la grève. Et on n'a pas le droit de faire des motifs officiellement politiques. Par exemple, on fait grève contre Nicolas Sarkozy, hein, pour prendre quelque chose de vieilli, mais pas si vieilli. On n'a pas le droit. Par contre, faire grève pour l'augmentation du SMIC, là on peut. Et sur la question de l'appel, je pense que Bénédicte répondra mieux que moi. Mais après, nous on n'a pas cette pratique aussi parce qu'on n'est pas du public, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on regarde juridiquement et regarder un peu si ça a du sens aussi. Après, c'est toujours la question, c'est que s'il y a des gens qui font grève, la vraie question c'est que oui, ils ont le droit de faire grève, mais la répression patronale s'abattra quand même sur eux s'ils n'ont pas le rapport de force. Quoi que le dise la loi. Pas oublier non plus aussi qu'il y a quand même une certaine, je dirais, pression sociale des collègues qui continuent à travailler et de la hiérarchie qui incite à ne pas faire grève ou à retourner le plus rapidement possible au travail. Et ça reste quelque chose qui n'est pas forcément facile à vivre aussi au quotidien, notamment quand, par exemple, on travaille dans une petite équipe où dès qu'on voit l'absence d'une personne, tout de suite, ça devient plus compliqué parce que la charge de boulot est répartie sur moins de personnes. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose d'évident non plus à vivre. Et voilà quoi. Après, comme tu disais, faut aussi se poser la question du sens de faire un appel à la grève qui permettrait potentiellement à n'importe qui de se mettre en grève n'importe comment. Ça serait pas. Enfin, faut voir comment le construire aussi au niveau du syndicat, etc. Après, comme nous, on a moins de contraintes en tant que salarié du privé pour la plupart d'entre nous. De ce point de vue-là, c'est aussi moins, je pense, moins pertinent de faire ce genre d'appel à la grève un peu permanent, quoi. Moi, ça me semble moins pertinent. Après, encore une fois, faut voir aussi si ça a un sens au niveau de ce qu'on veut faire pour le syndicat, si ça a un sens aussi pour les travailleurs et travailleuses. Est-ce que si on fait un appel à la grève de ce genre-là, est-ce que ça va être utilisé, en fait, tout simplement? Parce qu'on reste un secteur qui fait malgré tout relativement peu grève par rapport à d'autres. Et c'est pas faute et c'est pas faute aussi enfin, faut se dire aussi que c'est pas les outils qui manquent, en fait. C'est ça aussi qu'on voulait rappeler aussi, c'est que faire grève, c'est assez facile en France, contrairement à d'autres pays, ils hallucinent quand ils voient le droit de grève. Pour moi, je pense que la problématique aujourd'hui, c'est pas l'outil de la grève ou la manière de le faire juridiquement qui est difficile, c'est plutôt que on n'arrive pas à faire débrayer les collègues de la grève. Et pour moi, c'est plus sur la question de comment on convainc les gens que la grève est efficace qu'il faut qu'on agisse, plutôt que quels sont les outils. Donc, merci beaucoup de votre
explication. Avant de passer à notre recommandation culture, je voulais juste rassurer les gens qui nous écoutent. Bien sûr que si vous avez déjà construit un collectif que vous a rapproché de solidaires informatiques, on pourra très bien poser une grève parce que par exemple vous êtes juste un délégué de personnel et il n'y a que vous qui allez vous exposer. Parce qu'on va pas dire toute l'équipe se met en grève, peut-être c'est dangereux. Vous pourrez discuter avec nous des stratégies. N'hésitez pas à se rapprocher de nous ou de d'autres syndicats qui existeraient dans votre région. En tout cas, sachez que dans le Rhône, on répond assez rapidement et si vous voulez lutter, venez avec nous et prenez jamais on prend des risques seul. En fait, c'est toujours c'est toujours les collectifs. Si t'as un collectif, tu peux lutter. Si t'as pas de collectif, ça va pas tenir. Donc, si cette phrase vous a plu, vous pouvez peut-être nous parler. Juste du coup, je pose encore une dernière question et promis, j'arrête. Promis. Sur l'exemple que tu disais, c'est que donc on n'est pas obligé de prévenir sur le fait qu'on se mette en grève, ça j'ai bien compris. Mais par contre, est-ce que comment vous faites vous un peu au niveau de la pratique quand vous faites grève? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je sais que des fois, j'ai pas envie et je préviens pas. Et après, quand on me demande où t'étais, je dis bah j'étais en grève. Ou il y a d'autres moments où j'envoie un mail en disant bonjour, je serai en grève et je mets l'appel de Solidaire Informatique de telle heure à telle heure, voilà. Et puis je fais comme ça, mais je sais que c'était un peu c'est quoi les best practices? Est-ce que vous le dites à vos collègues? Est-ce que vous le dites pas à vos collègues? Parce que moi, je sais que je préviens pas toujours mes collègues que je suis en grève, par exemple. Moi, je dirais que ça dépend des collègues. Parce que je sais que j'ai des collègues qui sont sensibles à ces sujets-là. Mais j'en ai d'autres, par exemple, où ça va juste leur passer au-dessus et ils vont dire mais pourquoi tu fais grève, quoi, je m'en fous un peu. Mais je sais qu'il y a des gens, il y a des personnes avec lesquelles on peut discuter de pourquoi est-ce qu'on est en grève et éventuellement leur proposer de nous rejoindre, mais c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas pour tous, quoi. Mais du coup, toi, par exemple, tu préviens par exemple ton employeur, toi, ou ton chef? Moi, généralement, je préviens mon chef et c'est tout. Ok. Bon, bah voilà, c'était les questions là-dessus parce que je pense qu'on le dit jamais assez sur comment concrètement ça se fait. C'est-à-dire que, comme on l'a pu le voir au niveau constitutionnel, on a un droit énorme. À nous de l'utiliser aussi, mais en tout cas, à nous aussi de le pratiquer, ce droit. Sur ces belles paroles, on va vous parler un peu de recommandations de culture. Et on va vous expliquer d'abord pourquoi on fait ces moments culture. C'est que s'approfondir sur le sujet de la grève du mouvement ouvrier, c'est pas toujours facile. Il y a, il y a beaucoup de littérature, il y a beaucoup de textes. D'ailleurs, une des façons de faire, il y a des formations syndicales à Solidaire que si cela vous intéresse, il y a beaucoup de livres. Mais on s'était dit, pourquoi pas parler d'autres éléments qui seraient peut-être tout aussi intéressants et sur d'autres formats pour notre audience. Donc, je vais laisser d'abord Bénédicte nous parler un peu parce que je vois que tu tiens quelque chose entre les mains. Alors, moi, je vais vous parler des rues de Lyon. Les rues de Lyon, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, je vais vous parler un tout petit peu de l'épicerie séquentielle qui donc édite... je ne sais pas où la caméra. Caméra, où es-tu? Si tu veux, viens sur mon poste si tu veux. Elle est à la caméra, pardon. Donc les rues de Lyon, en fait, c'est édité par une association d'auteurs et d'autrices de BD qui s'appelle l'épicerie séquentielle. L'épicerie séquentielle, donc c'est des auteurs et autrices de BD lyonnais. Et donc les rues de Lyon, c'est une de leurs créations. Donc le principe, c'est qu'on a un mensuel de 8 pages de BD qui raconte quelque chose en rapport avec l'histoire de Lyon d'une façon générale. Et donc on a la possibilité... et les numéros sont réimprimés et sont tous disponibles et commandables sur leur site. Et donc moi je vais vous parler du numéro 13.
Le numéro 13 s'appelle donc Le Grand Trick lyonnais. Et donc, il raconte l'histoire d'une grève des ouvriers de l'imprimerie qui se sont révoltés qui ont fait une grève d'ailleurs, parce que c'est pas pour se révolter, tout simplement contre leurs conditions de travail et l'augmentation des conditions, de la charge de travail qu'on leur avait donnée sans augmentation de salaire. Et où ça, du coup? Dans quel endroit? C'était à Lyon. D'accord, c'était à Lyon. C'était à Lyon, et c'est à Lyon. Et donc ça s'appelle Le Grand Trick, parce qu'en fait, alors je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Ça ne se voit pas du tout à la caméra. En tout cas, à la caméra, on voit que c'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée qui est assez bien dessinée. Donc chaque mois, c'est un auteur ou une autrice de BD différente, et donc le style est différent tous les mois, et elle raconte à chaque fois quelque chose de différent. Et donc là, c'est comme je disais, ça s'appelle donc Le Grand Trick, parce que trick, c'était le bruit que faisait une sorte de réglette dans laquelle ils mettaient les caractères d'impression contre l'établi de travail pour signifier la fin de la journée de travail, en fait. D'accord. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle Le Grand Trick. Et donc si j'ai bien compris, c'est une grève qui a duré au total 4 mois, et qui est une des premières grèves de cette période qui a été recensée et qui a bien fonctionné, puisqu'ils ont réussi à obtenir quand même quelques améliorations de leurs conditions de travail. C'était quelle date? Du coup, environ. Alors, à la louche, hein. Enfin, alors, à la louche, à l'imprimerie. Je suis absolument une tanche en date, donc je vais chercher ça dans le bouquin, mais grosso modo, c'était vraiment l'époque des presses d'imprimerie, donc ce n'est pas écrit. Je vais trouver. Tu peux arrêter de poser des questions pièges. C'est ce que j'allais dire. Moi, je vais profiter pour poser une question. Où est-ce qu'on peut tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut trouver Alors, ça date BD? de 1539. Et donc, vous pouvez trouver ça soit sur le site de l'épicerie séquentielle, soit sur le site de l'épicerie séquentielle, soit dans les librairies lyonnaises. Il y en a un certain nombre qui sont partenaires des rues de Lyon, et dans lesquelles on peut trouver les numéros, et normalement vous pouvez aussi demander à votre librairie préférée de les commander pour vous les faire livrer en librairie. Voilà, donc pas Amazon. Hein. Donc évitez Amazon. D'ailleurs, je crois qu'ils ne sont pas disponibles sur Amazon. Mais même si on est quand même le premier syndicat à Amazon, il faut quand même le dire, ce n'est pas une raison pour aller commander et donner plus de fric à Jeff Bezos. Voilà. Il en a assez pour envoyer déjà des fusées de forme douteuse dans l'espace. Voilà. Si on pouvait juste envoyer Jeff Bezos et qu'il ne revienne pas, voilà. Enfin, voilà. Le message est passé. Mais si on l'envoie dans l'espace, il faut qu'il laisse la thune. Par contre, il y a une réglementation sur les déchets dans l'espace. Peut-être que vous savez, je vous apprends rien, mais en fait, vous n'avez pas le droit de balancer des objets dans l'espace, les laisser comme ça. Donc en fait, c'est de la pollution d'envoyer Jeff Bezos. D'accord, ah oui. Donc je vous apprends. Ouais. Oui, mais après, voilà. Quel dommage. Jeff Bezos fumier, on va te composter. Voilà, ça c'est pour toi. Donc voilà, je vous laisse à bon entendeur. Et en plus, je termine juste vite fait. Ça coûte 3 €, c'est vraiment pas cher, accessible à toutes les bourses. Vous en avez sur énormément de thèmes différents. Et donc sur ces 3 €, vous en avez un pour l'épicerie séquentielle, un pour votre libraire BD et 1 € pour l'auteur ou l'autrice qui a écrit le numéro. Et voilà, c'est tout pour moi. Bah, c'est pas mal déjà. Donc peut-être que toi tu vas nous présenter des livres ou des films, je sais pas trop. Alors moi ce sera aussi des livres. Il y a des livres et un film. Je commence d'abord par les livres. Pourquoi? Parce que je n'ai pas bien préparé aujourd'hui, mais je n'ai pas réussi à retrouver mon livre sur la grève. Donc je voulais vous présenter aujourd'hui un livre d'Émile Pouget qui était sur la grève. Le problème, c'est que je ne l'ai pas retrouvé, mais par contre je vous ai retrouvé plusieurs livres sur ces questions. Il y a un peu de tout. Je vous ai ressorti un livre qui est un peu vieux et introuvable, mais qui s'appelait Émile Pouget, la Confédération Générale du Travail, suivi du Parti du Travail. Voilà, donc c'est des vieux textes dans lesquels ils expliquent la stratégie. Je ne sais pas si vous le voyez ici. En tout cas, oui, à peu près, oui. Voilà, parfait. En tout cas, il n'est pas très beau le texte, mais en tout cas, le contenu est bien. Mais une chose est sûre, c'est que c'était sur la stratégie de la grève générale.
parce qu'il y a des années, hein, c'est la stratégie de la grève générale, c'était de dire on a une grève générale insurrectionnelle, c'est-à-dire on reprend au patron le pouvoir et on fait une insurrection, c'est-à-dire qu'en fait on va se battre militairement, hein, alors pas tout à fait militairement, mais on va se battre et on va se défendre nos acquis sociaux et à un moment donné on va renverser le patronat et on va arriver vers une société sans patronat, quoi, en gros, pour résumer. Et l'une des stratégies qui a été pensée par le syndicalisme français, mais pas que, ça a été la stratégie de la grève générale. C'est pour ça qu'on a de grève générale un peu partout, parce que c'est à la fois une stratégie, voilà. Donc il y a ce bouquin d'Émile Pouget, je vous ai retrouvé une vieille brochure aussi, voilà, alors c'est une vieille brochure de l'époque, hein, à l'époque elle faisait 10 centimes. C'est collector. Voilà, 10 centimes, voilà. Donc, si vous avez 10 centimes à l'époque, vous pouviez avoir de la propagande syndicale. Et petite chose intéressante, c'était déjà à l'époque en vente au 33 rue de la Grange-aux-Belles, qui est aujourd'hui le local de Solidaire, mais qui était historiquement le local de la CGT. Voilà. Donc, qui explique un petit peu les stratégies syndicales. Bon, je passe vite parce que, voilà, vous auriez compris. Il y a ce bouquin que j'ai trouvé intéressant qui était sur Déposséder les possédants. C'est difficile à prononcer, dis donc. Et c'est sur la grève générale au temps historique du syndicalisme révolutionnaire. Et c'est sur l'histoire on parlait à l'époque de gymnastique révolutionnaire. On disait en fait que la grève, c'est un moment où on récupère une partie au patron et on s'entraîne comme de la gymnastique. Et à un moment donné, on expropriera l'entièreté. Et que du coup, la question de la grève, la question des acquis sociaux, c'est on prend un petit peu de ce qui nous vole et un jour on prendra tout le gâteau. Voilà, nous ce qu'on veut, c'est pas plus de pain, c'est toute la boulangerie. Hein. Voilà. Et il y a un bouquin qui est sorti récemment. Moi, je ne l'ai pas lu, mais en tout cas, il est sur ma livre. Ta pile à lire. Ma pile à lire. C'est difficile à prononcer aussi. Et qui est Émile Pouget, La Révolution par le sabotage. Pâle. Et c'est sur la révolution par le sabotage. L'idée étant que le sabotage, en tout cas quand on parle de sabotage syndical, c'est une manière comme une autre de grève. Voilà. Et que le sabotage, il n'est jamais déconnecté d'une action collective. L'histoire du sabotage, voilà. Donc ça, c'est pour les livres. Comme vous pouvez voir, il y a de quoi faire. Hein. Donc juste pour te dire, tout à l'heure tu as parlé de la Grange-aux-Belles. Oui. Pour les camarades en région parisienne, j'espère que vous connaissez, mais vous connaissez pas encore le local de la Grange-aux-Belles, c'est le local de Solidaire, on va dire. Oui, et là-bas il y a une belle bibliothèque qui a pas mal de livres. Donc peut-être le livre dont tu nous as parlé de la grève générale d'Émile Pouget, on l'a pas ici pour vous montrer, mais n'hésitez pas à faire un tour à la bibliothèque de la Grange-aux-Belles parce qu'elle est très bien fournie. Et sur ce, je te laisse parler de ta prochaine recommandation. Alors, peut-être plutôt d'abord Bénédicte, parce que du coup, de ce que je vois, Bénédicte veut nous présenter un documentaire et moi un film. Donc je sais pas si tu veux d'abord parler du documentaire. On peut alterner, comme ça c'est rigolo. On préfère la fiction, on préfère le réel. Un peu des deux. Oh, wow. Moi je vais vous parler d'un documentaire que j'ai trouvé vraiment génial, qui s'appelle L'épopée des gueules noires, qui retrace, comme c'est subtilement suggéré par le titre, un peu toute l'histoire des mineurs en France, et des gens dans les mines, pas forcément les enfants. Même s'il y a une période où il y avait aussi des enfants dans les mines. Voilà, c'est très compliqué. Hein. Voilà, et donc c'est un documentaire que j'ai trouvé vraiment excellent, notamment parce qu'il parle de beaucoup d'aspects qui sont relativement méconnus des mineurs. Alors il y a toute une partie évidemment sur les luttes pour gagner des droits et pour avoir des améliorations de leurs conditions de travail. Et il y a aussi toute une partie qui parle aussi de tout ce qui était faire venir des travailleurs immigrés pour remplacer les travailleurs français dans les mines, notamment parce que c'était des travailleurs qui tout simplement défendaient beaucoup moins leurs droits que les travailleurs français. Et d'ailleurs je me rappelle plus la date parce que j'ai aussi une très mauvaise mémoire des dates, mais en fait la fermeture des dernières mines en France, c'est extrêmement récent. C'est beaucoup plus récent que ce que je pensais. Vers quelles années? Je peux nous redonner une louche. En vrai, je me rappelle plus trop, mais je me demande si c'était pas au début des années 2000. C'était genre, ça m'a paru extrêmement récent.
mais je voudrais éviter de dire une connerie. C'était Donc, mine de charbon ou mine de... les mines de charbon surtout. Ok, d'accord. Mais c'était genre, j'étais resté genre une mine sur la fin, quoi, tu vois. Et ça m'avait choqué à quel point c'était récent d'ailleurs. Et en fait, c'est vraiment très intéressant de voir à quel point c'est une histoire qu'on a totalement oubliée. En fait, on n'en parle jamais. C'est une histoire dont on n'entend absolument jamais parler, quoi. Et donc c'est pour ça que je trouve que ce reportage est important parce qu'il est aussi un peu aussi à la base de nos luttes, je pense. Et en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant de voir ça. Ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie dans ces eaux-là, et vraiment, vraiment bien. Je vous recommande. Très bien. Donc, il est disponible où, ce documentaire en général? Alors, il est disponible. Il est pas sur YouTube. Il est disponible sur la plateforme de France Télé. Donc, il est trouvable assez facilement. Par contre, je sais pas s'il a une date limite de publication. Ça fait déjà quelques temps qu'il y est sur la plateforme, donc je sais pas jusqu'à quand est-ce qu'il va y rester, quoi. Bon, en tout cas, si jamais vous n'arrivez pas à trouver le lien, on l'a gardé au chaud, hein. Voilà. Du coup, moi, je voulais vous présenter un film qui... alors, on l'a pas fait exprès, mais vous allez voir, ça parle aussi des bassins miniers. Alors, vous allez me dire, on n'arrête pas de parler des mineurs. Bon, peut-être, mais une chose est sûre, c'est que pour une partie, on a des origines des arrière-grands-parents qui ont été immigrés, à qui on a fait travailler dans les mines ou ce genre de choses. Donc, c'est aussi une histoire qui nous est à la fois aussi chère, hein, parce que voilà. Je sais que je viens d'un ancien bassin minier, donc du coup, voilà, mon arrière-grand-père faisait des grèves avec la CGT sur les bassins miniers, voilà. Ça fait bien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce film, moi, clairement, je vous le recommande. Alors, vous allez me dire, je vous ai toujours pas dit le titre, effectivement. C'est un film que je vous recommande, qui s'appelle Pride. C'est un film qui raconte l'histoire de LGSM, lesbienne, gay, Support the Miners. J'arriverai plus à retrouver le truc. C'était en fait un groupe qui était plutôt d'obédience trotskiste, hein, plutôt proche des trotskistes, qui, pendant la grève des mineurs sous Thatcher, a volontairement voulu récolter de l'argent en soutien aux mineurs, en disant on est des personnes gays et lesbiennes et on a envie de récolter de l'argent pour les mineurs et mineurs, enfin plutôt mineurs pour être exact. Et il raconte l'histoire qui est réelle, hein, d'un groupe plutôt militant qui a récolté de l'argent et qui était tout le temps ballotté entre mais pourquoi vous allez aider des mineurs, les mineurs ils sont homophobes, et de l'autre côté, on avait les mineurs qui refusaient leur aide en disant bah nous on va pas prendre de l'aide de personnes homosexuelles, voilà, on veut pas surtout de ça. Et c'est une histoire pour moi qui raconte bien ce que peut être une convergence des luttes. On parle souvent de convergence des luttes. Pour moi, c'est ça. C'est aussi l'idée que il faut imposer la solidarité. C'est-à-dire que la solidarité, elle se construit, elle se crée. Il ne faut pas attendre que les personnes changent. Et donc l'histoire de Pride, c'est l'histoire du coup de ce groupe militant qui récolte de l'argent à la Pride pour des mineurs et qui va soutenir directement les mineurs, sachant qu'au tout départ, en fait, on les raccroche au nez, c'est-à-dire qu'on leur dit, on veut pas vous soutenir, on veut pas de votre argent en fait sale, et donc ils vont aller physiquement les voir et les rencontrer, et donner de l'argent directement. Et il y a toute une solidarité qui commence à se mettre en place, et c'est une histoire qui est assez extraordinaire pour l'Angleterre, hein, ça se passe en Angleterre. C'est que historiquement, l'Angleterre a été l'un des premiers pays où le parti du Labour, donc le parti plutôt équivalent du parti socialiste pour nous, a été en grand soutien aux luttes LGBT. C'est-à-dire qu'on a eu, à la suite du soutien des personnes LGBT pour la grève des mineurs, il y a eu des cars entiers de mineurs qui ont été affrétés pour aller soutenir les droits des personnes LGBT. Voilà. Donc je trouve que c'est une histoire, alors elle est romancée, elle est faite d'un point de vue un peu hollywoodien, hein. Il y a des sujets qui sont pas extraordinaires, mais par contre, c'est une histoire de solidarité concrète, c'est une histoire de qu'est-ce que c'est que la solidarité concrète et qu'est-ce que c'est que des personnes que tout oppose a priori, mais qui en fait ont beaucoup plus de choses en commun qu'on veut bien le dire. Voilà. Donc c'est l'école de la solidarité. Voilà.
Je pense que toute personne devrait voir ce film. Voilà. Juste un dernier truc que je pensais. Je suis désolé. Un point très important aussi, vous allez voir. Une des personnes qui est un peu vue comme étant leader dans le film, il est basé sur un personnage réel qui s'appelle Mark Ashton. Il faut savoir que Mark Ashton est mort du sida, justement à la suite de cette lutte. Et il y a le groupe The Communards, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas c'est un vieux groupe anglais. Déjà rien que le nom, vous avez compris de politiquement où ils étaient, qui a dû justement dédier des musiques à Mark Ashton. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a eu aussi un ancrage aussi musical, et c'est une histoire qui est quand même assez folle et assez belle. Voilà. J'ai plombé l'ambiance. Quelle belle histoire. Il est 22h30, on arrive bientôt à la fin de notre émission. Mais avant de partir, on voulait vous parler des mobilisations à venir. Déjà, pour ceux qui sont à Lyon et qui ne regardent pas en replay, ou sur les replays, faites attention parce que le 27, le jeudi, il y a un rassemblement devant le MEDEF. Le 27 quoi? Le 27 octobre. Ah. Il y a un rassemblement devant le MEDEF appelé par la CGT. Oui, je suis pas à la CGT. Demain? Oui, demain. Demain. Et à quelle heure du coup? Ok. C'est compliqué, je me souviens pas. Okay. Mais en tout cas, il y a cet appel. Je pense que c'était midi, mais j'ai peur de dire une bêtise, donc je préfère ne rien dire. Voilà. N'hésitez pas à regarder sur la CGT ID du Rhône. 69, ouais. Du Rhône. Et puis après, par contre, il y a une autre grève le 10 novembre, il me semble. Oui, c'est ça, le 10 novembre. Le 10 novembre, il y a une grève, Lucas? C'est l'épisode 2 de celle qui a été appelée par la CGT le 27 octobre. D'accord. Oui. Alors, ce serait aussi la suite de la dernière grève que nous avons fait le 18 octobre. Moi, je suis plus sûr de suivre, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que on a plein de raisons d'être en colère et de mobiliser. Donc, encore faut-il qu'on mobilise les collègues et qu'on y croit aussi. Oui. Donc là, je parle plutôt de celle du 10 novembre, parce que celle qui nous laisse plus de temps pour la préparer, si jamais. Mais en tout cas, on relaie l'information, parce que c'est important de visibiliser les luttes. C'est au moment dans ce type d'émission que de luttes beaucoup trop peu visibles sur cette plateforme. Donc, je dirais jamais trop qu'il y a des grèves. Sachant que jeudi aussi, je crois, il y a le rassemblement devant la métropole de Lyon, si je me rappelle bien. Je l'ai envoyé. Du personnel de PRH, oui. Du personnel de PRH. Je vais donner l'horaire exact. Ouais, vas-y, tu peux nous donner la date. Donc, le 27 octobre à 18h à la place Carnot, il y aura un rassemblement de soutien aux grévistes de PRH. Et là, par contre, je pense que Solidaire Informatique, il sera avec nos chasubles et nos drapeaux, parce que c'est une façon d'aider à que ce soit le plus visible possible. Et peut-être dans notre prochain reportage, du coup, vous allez trouver un passage de notre... C'est ça. Donc une chose est sûre, c'est que la solidarité, elle peut se faire par plein de manières différentes. On n'en a pas parlé forcément, mais en tout cas, ça peut être par vous filer du fric, vous vous syndiquez, vous mettez vos collègues en grève, vous parlez de ça autour de vous, et puis si vous pouvez, vous vous pointez au rassemblement et vous allez directement parler avec elles et eux. Et tourner aussi le replay du live quand il sera disponible. Exactement. Tout un tas de choses que vous pouvez faire, donc voilà, pas besoin d'être des experts. Est-ce qu'il y a une cagnotte? Oui, il y a une cagnotte. Et avec un peu de chance, on pourrait mettre le lien, si on l'a sous la main, sachant que je pense que le lien doit être sur le site de la CNTSO du Rhône, mais peut-être que je me trompe, ou peut-être sur leur Twitter. J'avoue que je n'ai pas trouvé de lien de cagnotte. Voilà. Pour ma part. Sachant que on essaiera, nous en tout cas, on s'avance peut-être un peu, mais à Solidaire Informatique, d'essayer d'aider par tout moyen, en tout cas ses camarades en grève. Voilà, on vous tiendra au courant de toute façon de ce qui se passera. Voilà. Je crois qu'on est arrivé au bout du rouleau. Est-ce que peut-être dans le chat vous avez d'autres questions pour tous les sujets qu'on a évoqués sur le live? Est-ce qu'éventuellement il y a encore des personnes qui ont des questions? Oui, ou même des réflexions. Hein, ou des réflexions intéressantes, ça peut toujours être bien. Ou des bons films sur la grève. N'hésitez pas à partager vos trouvailles.
Bon. A priori, on n'a plus de questions dans le chat. Je crois que c'est le moment où on va se quitter. C'est la grève. C'est la grève. C'est la grève, ça y est, on part en grève, c'est bon? C'est la grève du live Twitch. C'est la grève du live Twitch. Déjà, on a commencé un peu en retard. Mais incroyable, on va terminer à l'heure par rapport à notre retard. C'est le moment où il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Merci d'avoir suivi le live. Et puis on espère à une prochaine. Donc, un dernier appel à tous les travers de l'informatique. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Métro, boulot, dodo ou quelque chose comme ça. Ne faites pas grève, travaillez, faites 2 heures sup, ne vous faites pas payer. Et surtout pas parler à des syndicalistes. C'était un appel sponsorisé par le MEDEF. Merci.